Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Be My Guest. Nous sommes en live sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube. Bienvenue. De la passion, de l'humour et un suspense digne des meilleurs polars, autant d'ingrédients qui contribuent depuis 4 ans au succès de Vintage Mécanique et qui ont fait de son animateur vedette le présentateur automobile préféré des Français. Je suis heureuse d'accueillir François Alain. Bonjour François. Hello les amis, bonjour. Bonjour, merci d'être là avec nous. Avec Alors, plaisir. Quand on regarde ton émission, on apprend des choses sur toi. Oui, ça arrive. Parce que tu es quand même au centre de cette émission. Tu as insufflé un esprit à cette émission et notamment, voilà ce qu'on apprend sur toi. François les aime vieilles. Et alors ? Alors, tu les aimes vieilles d'abord. Oui. On peut le voir comme ça. Ouais. Non, c'est vrai que la nostalgie est liée effectivement aux voitures. Alors, il y a ce qu'on appelle le phénomène des young timers, c'est-à-dire des voitures qui sont plus tout à fait des voitures d'occasion, mais pas encore tout à fait des voitures de collection. Donc, ce qu'on appelle l'entre-deux, c'est des voitures qui ont en gros entre 20 et 30 ans. Donc ça, c'est un vrai phénomène parce qu'il y a un nombre de véhicules collectionnés dans cette catégorie-là qui est important. Mais c'est vrai que moi, j'en fais de temps en temps. Mais grosso modo, c'est plus les voitures d'au-delà de 30 ans que l'on fait dans l'émission. C'est vrai. Donc, toi, tu aimes quelle voiture en particulier? Tu as des marques fétiches? En fait, moi, je suis assez éclectique en goût. C'est vrai que la plupart des collectionneurs, en fait, débutent leur collection par les voitures de leur enfance. C'est un phénomène tout à fait classique et banal. Et donc, en général, les gens ont forcément la nostalgie, c'est la petite Madeleine de Proust de l'enfance. Donc, logiquement, la plupart des collectionneurs commencent par ça. Moi, je suis né à la fin des années 60, donc il est logique que je m'intéresse principalement aux voitures des années 60-70. Mais évidemment, ma passion pour l'auto a été plus forte que la simple limitation à l'époque qui correspond à mon enfance, voire à mon adolescence. Donc, en fait, en vieillissant, je m'intéresse à tout type de véhicule et avec un panorama plus large. Et donc, dans l'émission, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour tout le monde. Donc, j'en ferai pour tout le monde. Voilà. Alors, confirmation. Il aime toutes les voitures. À chaque fois, il nous sort le même dossier. C'est la plus belle voiture, c'est la meilleure voiture, c'est celle que je préfère, c'est ceci, c'est cela. Je me dis, ça va être une vieille Peugeot ou une vieille Citroën. Soit il aime toutes les Voilà. Donc, tu aimes toutes les voitures, effectivement. Oui, c'est sûr. Et puis, ça me fait plaisir que ce soit Olivier qui le dise parce qu'Olivier et moi, on se connaît depuis, bien sûr, bien plus longtemps que l'émission. Olivier et moi, ça fait presque un quart de siècle qu'on se connaît. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est très apprécié dans le milieu. Et c'est quelqu'un de grand talent. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est dans la vie, c'est un ami. Enfin, voilà, il est venu avec moi pour cette émission et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup l'ensemble des gens qui font cette émission parce que c'est important de travailler en équipe avec ceux qui sont devant la caméra et puis ceux qui sont derrière. Parce que ceux qui sont derrière, c'est les gens qu'on ne voit pas, mais qui sont absolument fondamentaux aussi pour le bon résultat global. Alors là, on voit l'équipe. Voilà. Ça, c'est une photo déjà ancienne, mais c'était une photo assez sympa qu'on avait faite justement devant un des garages d'Olivier. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est quelque chose qui est une belle image d'une équipe. Donc, il y a à la fois les caméramans, les ingé-sons, le réalisateur. On les voit à l'œuvre. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que je pense que ça se ressent aussi quand une émission est faite par une équipe qui fonctionne et qui s'entend bien, ça se sent aussi. C'est-à-dire que là, moi, j'ai eu, évidemment, dans ma carrière, entre guillemets, j'ai travaillé pour différentes chaînes. Et donc, les chaînes ne travaillent pas de la même manière. C'est-à-dire que pour certaines émissions qui sont produites en interne ou en externe d'ailleurs, mais bon, c'est forcément plus le cas en externe, on forme vraiment des équipes qui changent peu. Alors que parfois, pour des chaînes, quand c'est des productions internes, on prend, entre guillemets, alors c'est pas le cas partout, mais on prend parfois le caméraman qui est disponible ce jour-là. Et donc, on tombe pas forcément sur quelqu'un qui est motivé, je dirais, spécifiquement sur le sujet. Or là, quand on fait des émissions thématiques,
Là, c'est une émission de fiction, il faut le rappeler, c'est tourné comme une fiction, c'est pas du reportage. On est dans des conditions très différentes du reportage. Là, bien sûr, le gros avantage, c'est qu'on forme des équipes et on n'en bouge pas, sauf cas de pépin. Mais je veux dire, c'est vrai que le noyau dur des techniciens qui travaillent sur l'émission, que ce soit les monteurs, les cadreurs, ingénieurs du son et gens de l'édito, c'est les mêmes, toujours. Et on ne change pas une équipe qui gagne. La preuve, c'est que tu as été, voilà, le succès de Vintage Mécanique et c'est confirmé d'année en année. Et tu as été élu à Rétromobile cette année, présentateur automobile préféré des Français. Et effectivement, c'est certainement cette émission, ce ton de l'émission qui en font une émission familiale et aussi le fait que ce soit pas très très technique. Il y a bien sûr de la mécanique, oui. On parle voiture ancienne, mais c'est abordable pour tout le monde, y compris pour moi. Bah, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Moi, j'ai fait pendant des années du reportage, parce que moi, à la base, je suis journaliste, hein, je suis pas présentateur à la base. Donc, moi, j'ai fait de la presse écrite pendant 25 ans, etc. Je fais de la télé depuis une vingtaine d'années. Alors, on cumule pas, hein, j'ai pas commencé il y a 45 ans. Hein. Donc, j'ai fait les deux en parallèle pendant longtemps. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le reportage, c'est un exercice assez différent. Là, on est vraiment dans de la fiction. C'est comme un feuilleton, en fait, Vintage Mécanique. Ah, totalement. Donc, je parlais de suspense. C'est vrai qu'à chaque fois, quand tu présentes la voiture à tes restaurateurs de l'extrême, est-ce qu'ils vont réussir à tenir les délais? Est-ce que, voilà, la 330, la Ferrari 330 va-t-elle pouvoir être livrée à temps? Enfin bon, c'est vrai que le suspense est insoutenable. Bien sûr. Voilà, c'est insoutenable. Mais non, bien sûr, non, il faut créer de l'enjeu, il faut créer de l'ambiance. C'est ça qui plaît aux gens, parce que l'intérêt de ce genre d'émission, c'est que il faut vraiment, et ça c'est très important, il faut qu'on plaise à un public familial. Donc moi je le revendique parfaitement, hein, je le dis très clairement. Je suis très heureux, bien évidemment, que les fans de voitures anciennes, et je pense qu'on en a une très grosse partie, suivent l'émission. Mais évidemment, il faut être très honnête. Bah, c'est vrai que si on veut faire un programme qui perdure, aujourd'hui la règle elle est simple en télé. Hein. S'il n'y a pas d'audience, l'émission elle s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc le fait de faire une émission qui a un public large, c'est super important parce que c'est comme ça qu'une émission perdure. Donc il faut vulgariser les choses. Et à l'inverse, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que finalement on s'attire un public plus large, plus familial, donc, et dans le lot, il y a une grosse partie de gens qui n'ont pas encore la fibre collectionneur, mais qui, peut-être, grâce à l'émission, se disent, bah, finalement, une voiture ancienne, c'est sympa, pour aller se faire une petite balade le week-end avec les copains, aller se faire un pique-nique, voilà. Donc, on attire vers notre univers à nous des gens qui, a priori, ne seraient pas forcément venus dans l'univers de la collection, parce que parfois, ça fait un peu peur. Ils se disent, oh là là, ça doit être compliqué, on va se faire arnaquer, on va pas trouver les bonnes choses. Voilà. Donc, il faut dédramatiser. Et le but de l'émission, c'est aussi clairement de dire, voilà, il faut être très lucide sur le fait que certains modèles sont des modèles, entre guillemets, faciles, où on trouve les pièces, on trouve des spécialistes. Certains modèles sont effectivement des modèles beaucoup plus pointus sur lesquels c'est très compliqué. Donc, le but de l'émission, il est aussi d'expliquer aux gens et de mettre en garde, de dire, voilà, certaines choses, vous pouvez vous les faire vous-même sans souci. Certaines choses, il faut forcément les confier à des restaurateurs dont c'est le métier. Et puis, entre les deux, il y a des choses sur lesquelles vous allez peut-être le faire tout seul, mais si vous le faites faire par un professionnel, vous allez gagner du temps. Et au final, si on divise le nombre d'heures que vous aurez vous passé par rapport au nombre d'heures qu'aura passé un professionnel, la question se pose. Donc, c'est important. Et puis, c'est vrai que ça fonctionne aussi dans l'univers global de la collection, c'est-à-dire que les magazines spécialisés, et j'en viens, donc je sais de quoi je parle là-dessus, les magazines spécialisés, comme toute la presse écrite, ont quand même des difficultés évidentes. Il est donc important que les gens relisent et s'abonnent à ce genre de magazine dans lequel il y a plein d'informations intéressantes. Il y a tous les commerçants, tous les spécialistes de la pièce détachée dans lequel il y a, comme partout, des gens parfaitement compétents, performants, et puis des gens un peu profiteurs du système, mais pas plus qu'ailleurs. Donc, on est quand même globalement dans un univers passionnel, y compris chez les professionnels. Donc, voilà. Et ensuite, il faut trier, bien sûr, parce que c'est comme partout. Voilà, il y a des gens sérieux, des gens passionnés, des gens moins sérieux. Bon, mais notre but à nous, c'est de
c'est d'éveiller entre guillemets les gens à ça. Et quand on a un public féminin notamment, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, parce qu'on se dit toujours les voitures, bah, c'est forcément masculin, machin, bon, ce qui est complètement débile entre nous. Quand on a des enfants qui viennent aussi, moi sur les salons, j'en ai très souvent des gamins qui viennent me voir et qui me disent tiens, j'ai vu l'émission sur telle bagnole, c'était super, comment t'as fait comme ci, comment t'as fait comme ça. Bah, c'est génial parce que le pari est gagné, c'est-à-dire qu'effectivement, on attire ce que je ne me lasse pas de répéter, c'est que les enfants seront les collectionneurs de demain. Tout à fait. Donc, alors, on dit que les jeunes n'aiment plus la voiture. C'est pas vrai. Il suffit de voir les rassemblements automobiles et c'est archi faux. Moi, j'ai un exemple très simple. J'ai évidemment chez moi, j'ai une autre passion pour le rock. J'ai donc une collection invraisemblable de vinyles. Et j'ai un de mes enfants qui vient d'avoir 18 ans, qui, il y a 2-3 ans, a découvert là-haut qu'il y avait une collection de vinyles. Et il s'est aperçu que, parce que lui, évidemment, comme tous les ados de son âge, il adore ça. Il a découvert le vinyle. Et quand il s'est aperçu que j'en avais des centaines, je suis devenu pour lui un dieu vivant. Voilà. Alors qu'avant, j'étais son enquiquineur de père. Tout à fait. Je connais. Voilà. Mais bon, toujours est-il que le monde de la collection, il faut le souligner aussi, et c'est ça ton émission le montre bien, puisqu'au départ, alors le concept, c'est qu'au départ, tu achètes une voiture, tu fais les petites annonces, tu trouves une voiture, et en fait, tu achètes toutes sortes de voitures, que ce soit des voitures exceptionnelles, comme récemment donc la Ferrari 330 GT 2+2, ou même des voitures beaucoup plus banales et beaucoup plus abordables, parce que la collection, ça commence à des prix très très bas, et ça les gens souvent ignorent. Ouais, mon credo, il est là-dessus clairement, c'est de rappeler aux gens que la collection, ça n'est pas que un univers pour des gens fortunés, c'est complètement faux. La collection, en fait, il y a de tout. Il y a de tout et à tous les prix. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une petite voiture populaire française ou étrangère à 3, 4, 5, 6 000 euros et se faire un plaisir immense avec. Et puis, bien sûr, quand on a les moyens et on peut s'offrir des voitures à des prix stratosphériques. Mais dans les deux cas, c'est très bien parce que de toute manière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les collectionneurs qui ont la chance d'avoir des voitures à des tarifs élevés, c'est aussi des gens qui font fonctionner l'économie. C'est des gens qui vont faire fonctionner les selliers, les carrossiers, les peintres, les motoristes. Donc, c'est toute une économie qui fonctionne aussi grâce à ça. On a un vrai savoir-faire français là-dessus. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a un talent évident, mais on a la chance, nous, en France, encore, d'avoir des vrais passionnés et des vrais talents là-dessus. Donc, utilisons-les. Je pense que c'est très, très important. Donc, ça, c'est une très bonne chose, tant mieux. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Ensuite, l'important, c'est absolument d'équilibrer en termes de prix, parce que attendez, je suis désolé, voilà. On peut avoir, je dirais, vraiment tout, pour tous les prix. Et ça, c'est fondamental parce que on peut vraiment se faire un plaisir immense avec une petite Dedush ou avec une petite 4 chevaux et participer à des rassemblements, à des rallyes, à des choses comme voilà, ça. Justement, là, on a voilà, ça, c'est celle que j'ai utilisée pour le Tour Auto il y a 2 ans. Voilà. Et ça, donc c'est un souvenir super, ça. Et donc là, tu t'es fait plaisir, effectivement, sur la piste de glace à Serre-Chevalier. Et d'ailleurs, pour le Tour Auto, très souvent, tu as des voitures très abordables, comme celle-ci, l'attraction. Voilà, il faut. En fait, moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que j'aime bien les voitures populaires. Je n'aime pas que ça, mais c'est vrai que j'aime bien ça. Et je trouve que aller au Tour Auto avec des voitures populaires comme effectivement la traction avant ou la 2 chevaux, c'est des voitures qui ont marqué les esprits. Donc, c'est des voitures la GS, ça c'est pour cette année. Ouais, c'est des voitures qui ont marqué les esprits, qui ont une notoriété vraiment populaire, positive. Et je pense que c'est important aussi de montrer justement aux gens que des événements comme le Tour Auto, qui sont des événements, bon, effectivement, le prix d'engagement n'est pas cadeau, mais c'est normal, c'est toute une infrastructure pendant une semaine dans des conditions assez particulières, donc c'est logique que ce soit entre guillemets un petit peu cher. Quoique, il y a des gens qui préfèrent pas se faire une semaine de Tour Auto que 15 jours dans un club de vacances. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais moi, je pense que c'est important d'aller dans des manifestations comme ça avec des voitures populaires parce que d'abord, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, je revendique et j'assume totalement le fait d'être souvent assimilé à des looks très Frenchy, très voilà, la 2 chevaux. C'est une voiture que j'ai toujours adorée, comme je pense la plupart des Français. Je pense que c'est important de montrer qu'on peut se faire vraiment très plaisir avec des prix très 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 raisonnables. Ça, c'est très important. La preuve, c'est qu'effectivement, je vais donc
Une fois par an, il y a une coupe qui s'appelle la coupe 2 chevaux sur glace à Serre-Chevalier. J'y suis déjà allé 2 fois et j'y retournerai avec grand plaisir. Et c'est une manifestation bon enfant, sympa, décontractée, à un prix très, très abordable. Donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Dans tout ce qui est rallye et événements un petit peu comme ça, il y a aussi de tout à tous les prix. Donc, il ne faut pas du tout se rebuter là-dessus. C'est pas du tout un sport de riche. Ça, c'est une image fausse. Bien sûr qu'il y a des rallyes pour des voitures à des prix très élevés, mais il en faut pour tout le monde. C'est toujours la même histoire. Donc, moi, je suis très heureux à travers cette émission et toute l'équipe qui est derrière moi, qu'on montre qu'on peut se faire plaisir aussi bien, évidemment, avec une Ferrari 330 qui est une magnifique voiture des années 60. Pour moi, c'est vraiment le summum de la carrosserie automobile italienne de cette époque-là. On est pour moi, les très, très, très belles voitures. Alors, et puis, on va la regarder juste. Voilà, ben ça, c'est un très bon exemple. Et en plus, il y a encore un autre très bon exemple, c'est que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'automobile, Pininfarina, qui était le grand carrossier à la mode dans les 60s, déclinait souvent un dessin chez plusieurs marques. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une Ferrari 330 peut parfaitement s'acheter un cabriolet ou un coupé Peugeot 404 qui lui ressemble beaucoup et qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Ça, c'est une astuce. Alors, j'ai Patrick qui souligne que ça reste quand même un chemin de croix pour trouver les pièces de rechange. Alors, évidemment, dans l'émission, vous êtes bien placé pour reconstruire ou pour retrouver des pièces, mais pour monsieur tout le monde, ça se passe comment? Alors, le but de l'émission, c'est aussi de dire aux gens voilà, qu'il y a certains modèles de voitures sur lesquels on trouve tout. On peut avoir justement une 2 chevaux, une coccinelle, une Fiat 500, une Mini, une MGB. Enfin, il y a beaucoup, d'ailleurs, il faut souligner qu'il y a beaucoup de voitures anglaises sur lesquelles on trouve pratiquement tout, à des prix plutôt raisonnables, ça c'est important. Alors qu'effectivement, quand on veut restaurer une Facel Vega, qui est une magnifique voiture française qui était assemblée de façon artisanale dans les années 60, là c'est très très compliqué. Donc il y a quelques spécialistes, mais effectivement, ce sera forcément pas le même budget que quelqu'un qui restaure une voiture de grande série sur lequel il y a eu un suivi. Et donc là, on est injuste. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que quelqu'un qui veut restaurer une MGB, il n'aura pas de problème. Et quelqu'un qui veut restaurer, je ne sais pas, un cabriolet français de la même époque, je ne sais pas, prenons, j'en sais rien, une 204 ou une Floride, et ben lui, il va avoir beaucoup plus de problèmes parce que les pièces sont beaucoup plus compliquées à trouver. Et pourtant, ce sont toutes des voitures populaires. Alors, j'ai Laurent qui demande si le marché de la location de voitures anciennes pourrait se développer. Parce que là, on parle d'acheter. Est-ce qu'on peut louer aussi? C'est quelque chose qui se développe parce qu'il y a pas mal de boîtes en fait qui proposent de la location de voitures, soit pour des particuliers, soit évidemment aussi pour des films de cinéma. Donc c'est quelque chose qui se développe. Alors il y en a pas à tous les coins de rue, mais c'est quelque chose qui se développe. Il y a aussi le développement des garages associatifs, parfois de mise en commun de véhicules. Voilà, c'est un domaine dans lequel il reste encore plein de choses à développer, mais ça a pas mal bougé ces dernières années. Il faut le souligner. Ouais. Et on me demande également si vous envisageriez un jour de rétrofiter une voiture ancienne pendant l'émission. Bah, évidemment. Pour être franc, ça fait très longtemps que j'y pense et ça fait très longtemps que je le propose. Et quel est le frein, en fait? Pourquoi ça ne se fait pas? Ah, c'est un frein multiple, mais qui va on va relâcher la pédale. D'accord. Okay. Non, ça va sûrement se faire. Moi, ça fait très très longtemps que j'y pense parce que je suis au courant évidemment de ça depuis très longtemps. J'ai eu pas mal d'idées là-dessus. Alors c'est pareil, ça c'est typiquement un sujet polémique entre guillemets parce qu'il y a les purs et durs qui sont absolument contre cette hypothèse. Et puis il y a un certain nombre de gens qui se disent finalement c'est pas forcément idiot. Alors c'est comme d'habitude. Le jour où on fera une émission là-dessus. Il y aura des gens qui vont nous dire mais c'est formidable que vous nous ayez expliqué comment, pourquoi, les avantages et les inconvénients. Et puis j'aurai forcément des mails d'insultes de gens qui vont me dire tu es un traître, tu nous as trahis. Bon, voilà. Mais je veux dire moi mon principe à moi c'est d'exposer les faits, de dire voilà, je vous explique ce qui se passe. Ensuite chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est
qui va se développer. Alors, faut pas être non plus, il faut être honnête, ça va se développer de façon modérée. C'est exactement comme dans la voiture moderne, la part de l'électrique progresse, mais on n'aura jamais l'intégralité d'un parc automobile en électrique, jamais, pour plusieurs raisons cumulées. Et donc dans la voiture ancienne, je pense que ça peut être une idée pas idiote pour certains véhicules, mais pas pour tous. D'abord parce que la plupart des gens qui ont des véhicules à connotation sportive, quand on possède, enfin ça c'est mon point de vue, mais quand on possède, je sais pas, une Porsche 911 ou une Jaguar Type E, c'est des voitures sur lesquelles le moteur est tellement fabuleux, je dirais même que la voiture a été construite quasiment autour du moteur, que remplacer ce fabuleux moteur par un moteur électrique, c'est un contresens total. Ah bah oui, bien sûr. Alors qu'à l'inverse, effectivement, je veux dire, sur certaines, moi je peux en parler parce que j'ai toujours adoré les petites Fiat 500. Le moteur de la Fiat 500, bon, c'est pas un moteur, voilà, c'est un moteur qui fait son job, mais c'est pas un moteur qui a un intérêt particulier. Donc, remplacer un moteur de Fiat 500 par un moteur électrique, pourquoi pas? Remplacer un moteur de Jaguar Type E par un électrique, moi, par contre, ça me semble complètement dingue. Mais voilà, c'est mon point de vue personnel. Et donc, si on fait une émission là-dessus, évidemment, j'expliquerai les tenants, les aboutissants, et puis voilà, il faut exposer noir sur blanc, carte sur table, voilà, le phénomène, sachant que déjà certains constructeurs, entre guillemets, parce qu'ils vont avoir la caractéristique de constructeur, vont proposer des véhicules sur lesquels on peut revenir en arrière. Donc ça, c'est important. Tout à fait, comme Jaguar et Aston Martin d'ailleurs. Voilà, donc on pourra effectivement revenir en arrière si besoin. Mais bon, voilà, moi je suis pas très très inquiet. Ensuite, je pense que c'est pas non plus. Ce qui est drôle, c'est que on oublie que la voiture électrique, c'est un concept très très ancien. On y a pensé dès le 19e siècle. Et donc, à la jointure entre le 19e et le 20e, il y a des tas de gens, dont le docteur Porsche, bien avant qu'il crée sa propre marque, qui avait lui-même proposé plusieurs prototypes de voitures électriques ou hybrides électriques. Donc, on ne fait que redécouvrir 100 ans après des choses qui ont déjà bien sûr été pensées. Alors, j'ai Patrick qui dit oui, quel gâchis, un moteur électrique sur une Type E. Mais bien sûr, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Le prince d'Angleterre, Harry, s'est marié au volant d'une Type E électrique. Moi, je trouve ça sacrilège, mais ça n'engage que moi. Mais par contre, effectivement, mettre un moteur électrique dans, je sais pas, une 2 chevaux, une Mini, pourquoi pas? Au contraire, moi je trouve que là, c'est pas forcément idiot. J'ai conduit une 2 chevaux électrique, et en fait c'est vachement bien aussi. Et étant moi-même propriétaire de 2 chevaux, je peux me permettre d'en parler. C'est vrai que ça se discute vraiment. Ça se discute vraiment. Ça lui donne, j'imagine, une puissance qu'elle n'a pas à l'origine, en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer de rapport toutes les 5 minutes. Quand on est dans une côte, on passe là où avec une Dedoche, on galère un peu entre la première, la deuxième et la troisième. Non, franchement, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Là où j'émets des réserves, mais ça, c'est pas lié aux voitures anciennes, c'est qu'effectivement, on sait tous très bien que l'électrique, c'est bien mignon sur le papier, mais effectivement, si on était très, très équipé en électrique globalement, que ce soit des anciennes ou des modernes, il y a un problème sur la fabrication des voitures, le recyclage des voitures, les batteries, la production d'électricité. Si on calcule tout ça, c'est beaucoup moins miraculeux que sur le papier. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Tout à fait. Surtout que on montre du doigt les voitures anciennes, on les accuse de polluer, mais en fait, c'est pas les voitures anciennes qui polluent. Soyons clairs. Non, moi mon credo, je le dis tout le temps, c'est que il faut pas mélanger deux choses différentes. Il y a des gens qui utilisent des voitures entre guillemets anciennes pour aller bosser tous les jours, mais c'est pas des voitures de collection ou dans l'esprit de la collection. C'est souvent des gens qui n'ont pas forcément les moyens de renouveler leur voiture et qui roulent avec des vieux diesels qui effectivement sont pas l'idéal pour nos poumons, c'est clair. Et les gens qui collectionnent des voitures, eux, c'est différent. C'est pratiquement plus des voitures pour aller au boulot. C'est des voitures c'est une passion, c'est un loisir. C'est un loisir, tout à fait, oui. Et oui, la plupart de ces gens-là utilisent leur voiture le week-end pour aller se balader, se faire des petits, je sais pas, des sorties de club, des pique-niques entre potes. On est dans deux utilisations différentes. Et souvent, on a tendance à tout mettre dans le même panier, ce qui est complètement idiot. Le kilométrage moyen fait par les collectionneurs en France, il est très bas. Et il y a une autre explication d'ailleurs très simple qui prouve ce que je dis, c'est que les assureurs font des tarifs en général extrêmement bas
pour les collectionneurs parce qu'ils savent très bien que ce sont des gens globalement beaucoup plus prudents que la moyenne et avec un kilométrage beaucoup plus faible que la moyenne, tout simplement. Exactement. Alors là, tu as plein de propositions. Tu as Laurent qui propose sa Mini Cooper 1000 de 1969 pour l'émission. Tu as Adem qui propose une BMW série 5, une BMW série 5, oui, E34. Si tu veux la restaurer, voilà. Donc, il y a quelques chantiers intéressants. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Dominique. Alors, moi, je vais être très franc. Je suis très heureux parce qu'on a des propositions, on en a tous les jours. Le problème, pour être très clair, c'est qu'il n'y a que 12 émissions par saison et que des propositions, j'en ai à peu près 12 par jour. Donc, j'en ai 365 fois plus que ce que j'ai besoin. Donc, forcément, mathématiquement, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Alors, souvent, les gens nous proposent des voitures de modèles qu'on a déjà passés. La Mini, on l'a déjà faite dans Vintage, donc je ne vais pas la refaire. Ça, c'est sûr. En tout cas, pas tout de suite, pas avant plusieurs années. Parce que si on commence à faire les différentes versions d'un même modèle, là, j'ai du boulot jusqu'en l'an 3000. Alors, j'ai Patrick qui souligne qu'avec Madame Hidalgo, c'est difficile de rouler avec un ancien modèle dans Paris. Qui ça? Non, je sais pas. Je ne connais pas cette dame. C'est qui? Je ne vois pas de quoi on veut parler. Alors, on en revient à l'émission, François. Donc, le concept, tu achètes une voiture, tu la fais restaurer par tes restaurateurs de l'extrême. Et ensuite, dans l'émission toujours, tu fais un petit tour avec des vedettes. Voilà. Avec un modèle qui s'approche de celui que vous êtes en train de restaurer. Absolument. Alors, des personnes ou des moments que tu as vraiment adorés. Alors en fait, ce qu'on appelle la séquence people dans Vintage, alors il y a des gens qui adorent ça et puis des gens qui disent ouais, ça ne nous intéresse pas de voir des people venir dans l'émission. Alors, il faut que je m'explique là-dessus parce que moi j'étais un petit peu à la source de ça et je l'ai clairement voulu. Je pense que, alors bien sûr, comme tout le monde, on a parfois des people plus ou moins intéressants, évidemment, comme dans les autres émissions de télé. Je pense que ça a deux intérêts. D'abord, c'est que les gens vont découvrir que certaines personnalités qui peuvent être des chanteurs, des acteurs, des grands chefs, des sportifs, sont passionnés par les voitures anciennes. Et de fait, justement, de montrer et de souligner que des personnalités s'intéressent aux voitures anciennes, c'est aussi bien pour nous. Ça défend aussi le côté, voilà, il y a des gens dans cet univers-là qui sont connus et qui revendiquent le fait qu'ils aiment aussi les voitures anciennes. Et quelque part, ça nous sert grâce à ça. Et ça, c'est important. Alors ensuite, évidemment, il y a des gens plus ou moins pointus, plus ou moins passionnés. Alors, ce que j'essaye aussi de faire, parce que c'est important, c'est de faire parfois ce que j'appelle les people techniques ou historiques, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui ont vraiment un plus dans l'émission. Je me souviens, là, c'est très simple, la toute première émission qu'on a faite, qui a été diffusée en deuxième, mais en fait, c'était la toute première qu'on a tournée, qui était quasiment le pilote de la série. C'était la 205 GTI. 205 GTI, qui est une voiture assez emblématique, qui plaît à plein de générations. Donc, c'est une voiture très transversale. C'est encore ce qu'on appelle un youngtimer, justement. Et donc, j'avais fait venir, en fait, deux people pour cette émission, deux people très différents. J'avais fait venir Christophe Lambert, parce que lui était l'auteur de la première cascade, entre guillemets, au cinéma avec une 205 GTI dans Subway. Et il nous a raconté des souvenirs de tournage qui étaient vraiment super intéressants. Parce que là aussi, ça permet de raconter un peu les coulisses et parfois d'apprendre des choses qu'ils n'ont pas déjà expliquées dans des magazines ou dans des émissions. Et j'avais fait venir un second people, qui n'est pas du tout people, mais il faisait ce rôle-là, quelqu'un qui aujourd'hui malheureusement n'est plus de ce monde et que les passionnés d'automobile adoraient, qui s'appelait Gérard Welter. Et Gérard était le papa de la voiture. C'est lui qui a conçu avec son équipe cette voiture, qui a été le miracle économique qui a sauvé la marque Peugeot de la faillite au début des années 80. Il ne faut pas l'oublier parce que cette voiture a été un succès phénoménal et c'est ça qui a sauvé la boîte. Et Gérard était un passionné, mais vraiment un ultra passionné de voitures, évidemment, le patron du design du groupe de Peugeot. Et il passait même ses week-ends à faire de la compétition. Donc, c'est pour te dire qu'il était 7 jours sur 7, H24 là-dessus. Et Gérard est quelqu'un qui n'aimait pas trop les médias, qui ne se montrait que très rarement et qui m'a fait ce privilège, et je peux vraiment dire ce mot-là, c'est quelqu'un pour lequel j'avais j'ai toujours une vraie passion, même s'il est plus là. Et donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir montrer aux téléspectateurs l'envers du décor en montrant cette personne
qui a été le chef d'orchestre de l'épopée 205. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui disaient, mais c'est formidable, maintenant on met un visage sur Monsieur Welter, on sait qui est Monsieur Welter. Donc ça, ce genre de choses, je pense qu'on va le renouveler, c'est important. J'ai aussi un excellent souvenir, par exemple, le jour où on était quand on a fait la 2 chevaux, avec Rémi Julienne, parce que pareil, Rémi Julienne, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très connu du grand public, même si tous les passionnés savent qui c'est. Et Rémi, c'est Monsieur Cascade en France, c'est-à-dire qu'ils ont été quelques cascadeurs très très connus. Il a fait toutes les cascades des gendarmes de Saint-Tropez, des films avec Louis de Funès, etc. Et il a eu la chance d'être celui qui a fait toutes les cascades et les réglages pour de nombreux James Bond, dont le fameux James Bond avec Roger Moore et Carole Bouquet, et la 2 chevaux. Et donc, retrouver une des vraies 2 chevaux du tournage que je remets en scène dans Paris, pratiquement d'ailleurs à l'endroit même où Roger Moore a fait la présentation de la série limitée pour Citroën, avec celui qui a été le concepteur, le réalisateur de toutes ces cascades, eh ben, on joint à la fois le côté people, entre guillemets, et le côté technico-historique qui est passionnant parce qu'il nous a lui aussi raconté des anecdotes de tournage qui étaient croustillantes. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, c'est tout ce qui se passe en coulisses qui est intéressant. Et tu as eu aussi Michel Drucker, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors là, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent oui, pourquoi Michel Drucker? Bah, si, bien sûr que oui. Il y a un sens très logique parce que Michel Drucker est un des présentateurs phares de la télévision française depuis 55 ans, qu'il a connu tous les présidents de la République qui sont contemporains de cette fameuse SM présidentielle. Et donc, il était logique. Que je vais montrer, si tu permets, là. Je vais juste la montrer. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a du mal à imaginer, il y a 50 ans, qu'on puisse mettre à l'intérieur un 6 cylindres Maserati dans une voiture qui roulait à 15 à l'heure. Et oui, car pour l'époque, ce V6 qui peut monter jusqu'à 220 km/h était une révolution. Les mordus d'automobile en rêvaient. Mais la voiture, elle, n'a été utilisée que pour les cortèges officiels et elle n'a pas énormément roulé. Combien de kilomètres? Alors, combien de kilomètres, François? Bah, si tu veux, voilà, c'est la bonne illustration. C'est-à-dire que les gens qui sont passionnés d'automobile se disent, mais qu'est-ce que Michel Drucker fait là? Et en fait, parce que j'ai eu des critiques avant la diffusion. C'est quand même fort, les gens qui critiquent avant de voir le sujet en disant bon. Et quand ils l'ont vu, la plupart se sont aperçus que non seulement il était dans le sujet, qu'il était très cohérent et très logique par rapport à la voiture qu'on présentait, mais qu'en plus, Michel Drucker, il a un intérêt réel pour les voitures et notamment pour les voitures anciennes. Tout à fait. Donc voilà, c'est l'exemple type. On découvre que quelqu'un auquel on ne songeait pas forcément n'est pas là par hasard. Très sincèrement, Michel Drucker n'a pas besoin de se faire de la pub en venant dans Vintage Mécanique. On va se parler franchement. Je veux dire, moi, je suis aux commandes d'une petite émission par rapport à la carrière de Michel Drucker. Donc, Michel Drucker n'a pas besoin de venir chez moi. C'est clairement pour nous faire plaisir et parce que lui trouvait ça sympa. Sinon, il serait évidemment pas venu, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, déjà, j'ai un commentaire de Mignon Beau qui dit « Au top l'émission ». J'ai Romain qui demande si ce n'est pas un concept qui était inspiré des États-Unis. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, alors c'est pas les États-Unis, c'est plutôt les Anglais. Il faut être honnête, les Anglais ont beaucoup inventé de choses avant nous, notamment en matière de collection et de télévision, donc ça tombe bien. Donc, il y a eu évidemment pas mal d'émissions anglaises et ensuite américaines qui tournent autour de la voiture ancienne avec différents types de restauration, différents scénarios, etc. Il se trouve que nous, on est apparu à l'antenne. Alors nous, on est une création française. On n'est pas du tout une licence américaine comme peuvent l'être mes camarades de Top Gear ou de Wheeler Dealer France, qui sont sur la même chaîne et que je salue au passage d'ailleurs parce que on est une équipe aussi à l'antenne. Nous, c'est une création française. Alors évidemment, on a un petit côté un peu dans la veine des émissions anglaises et américaines, mais on s'attache justement à rester avec des côtés un peu Frenchies sur les bords, les mangeurs de grenouilles, parce que c'est aussi une caractéristique. D'ailleurs, dans l'équipe des restaurateurs qui sont avec moi, il y en a qui sont très franchouillards, mais c'est pas du tout péjoratif. Je pense que ça amène justement aussi une humeur, parce que l'avantage de cette émission, c'est qu'on a 8 ou 9 équipes de restauration, et ils sont tous différents. Ils ont tous leurs passions, qui sont pas les mêmes. Alors certains évidemment se recoupent un petit peu, mais ils ont chacun leur style, chacun leur passion, et ça fait justement une équipe complète avec des goûts variés, des tendances variées, des humeurs variées, et c'est ça qui est bien.
Alors, j'ai Stéphane qui demande si tu n'as pas peur que le concept des émissions de restauration finisse par s'user. Oui, bien sûr, ça s'usera forcément un jour. Sauf que quand je vois des émissions comme Wheeler Dealer, par exemple, l'émission originale anglaise qui existe, je crois, depuis plus de 20 ans ou 25 ans, je suis pas très inquiet. Années devant toi, oui, non, mais je pense qu'ensuite, il faut savoir se renouveler, il faut savoir évoluer. Là, la saison 5 a déjà un petit peu évolué par rapport à la saison 4. La saison 6, que malheureusement, on n'a pas pu encore commencer en tournage et on ronge notre frein parce qu'on espère pouvoir partir vite en tournage. La saison 6, évidemment, on a déjà beaucoup travaillé dessus en écriture et tout ça. Il y a des choses qui vont changer. Enfin, changer. Changer, c'est pas le terme. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc, le but, c'est ça, c'est que il faut garder une ligne conductrice, mais il faut que l'émission évolue. Il faut pas que ce soit toujours la même chose. Et là, effectivement, sur la saison 6, on a quelques détails quand même qui vont changer. Parce que voilà, c'est important. Mais à terme, peut-être que ça lassera. Mais je suis pas très inquiet parce que je pense que le vintage, en règle générale, a de beaux jours devant lui. Alors, il y a des fans, il y a Fred qui dit qu'il regarde souvent l'émission et parfois même de multiples rediffusions. Il y a également Stéphane qui a une idée de concept d'émission. Il veut savoir comment te contacter. Par ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne veux pas décourager les gens parce que je vais être très honnête. Moi, des projets d'émission, j'en ai aussi écrit, j'en ai aussi déposé. Bon, le problème, c'est que les chaînes de télévision reçoivent, c'est un peu comme nous avec les gens qui nous proposent des modèles, on reçoit beaucoup plus de propositions que de places. Les chaînes de télé, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que des concepts, je pense qu'on leur en propose 10 par semaine, alors qu'il y en a 2 ou 3 par an. Donc, mathématiquement, c'est compliqué. Alors, j'ai également Adam qui demande si tu pourrais nous emmener faire une balade avec ton fameux taxi Gilly qu'on a vu au début de l'émission. Alors, le taxi anglais, justement, c'est aussi, moi, je sais que les gens me posent souvent la question. Le taxi anglais, c'est un choix personnel. Il se trouve qu'en plus, c'est mon véhicule perso, c'est pas un véhicule de production, c'est vraiment à moi. Et j'en ai plusieurs. Les gens ont remarqué qu'il y en a un noir et qu'il y en a un bleu, marine. Donc, c'est pas le même, parce que souvent, les gens me disent, tiens, c'est bizarre, il a changé de couleur. Non, en fait, j'en ai plusieurs. C'est vrai que j'aimais bien ce véhicule parce que je trouvais d'abord que c'était justement un petit hommage aux Anglais, qui ont inventé un peu tout avant nous là-dessus, il faut être honnête. Donc, c'était mon petit clin d'œil perso. Parce que c'est un véhicule qui est un peu hors du temps. C'est un véhicule qui a été produit pendant quasiment 40 ans. Le FX4, c'est le nom du modèle. Le FX4, il a été produit de 1958 à 1997. Donc, il a une carrière extrêmement longue. Et parce que c'est un des rares véhicules sur lequel on peut aujourd'hui avoir plusieurs personnes à l'intérieur. Et puis, il y avait un côté baroque, rétro, qui correspondait extrêmement bien à ce que je voulais faire. Et en plus, il y a des pièces à l'intérieur. Donc, on peut difficilement faire mieux. Voilà. Alors, j'ai encore une question d'Adam qui demande si Dominique Chapat tire sa révérence, est-ce que tu prendrais sa succession? Alors, la réponse, elle est très simple. C'est pas du tout d'actualité parce que Dominique est quelqu'un qui est encore là, à mon avis, pour plusieurs années et j'en suis très heureux pour lui. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'abord, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, rien que pour ça, il n'est pas question d'intriguer dans cet esprit-là. J'ai commencé avec Dominique en 98. Donc, c'est quelqu'un, ne serait-ce que pour ça, que je respecte beaucoup. Et puis, je prends un grand plaisir quand il m'invite régulièrement dans Turbo pour co-présenter avec lui, notamment les émissions à connotation patrimoniale, entre guillemets, historique. Alors, oui, on va pas non plus se mentir. C'est sûr que un jour, la question se posera. Mais je veux dire, je pense qu'il y aura sûrement différentes personnes qui seront intéressées par ça. Mais je pense que clairement, c'est pas d'actualité. Et puis, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Voilà. Je suis pas quelqu'un de carriériste à la base. Moi, je suis quelqu'un qui vit par passion et par instinct. Voilà. C'est sûr que si un jour on vient me dire, bah voilà, est-ce que tu veux présenter Turbo? Oui, bien sûr que je vais réfléchir. Mais c'est pas du tout un plan de carrière pour moi. Ce que je fais aujourd'hui, j'en suis extrêmement heureux. J'ai la chance de travailler pour Turbo régulièrement. J'ai la chance d'avoir cette émission avec toute mon équipe Vintage Mécanique où on s'éclate. C'est beaucoup de boulot, mais on s'éclate. Ce qui fait aussi que comme c'est beaucoup d'heures, je peux pas non plus me couper en 5. Et puis on a même une troisième émission là, tout le monde le sait depuis quelques jours. On a fait toute une série documentaire pour Automoto la chaîne, qui est une chaîne du câble qui avant s'appelait AB Moteur, que je connais très très bien puisque j'y ai travaillé il y a une vingtaine d'années
pendant plusieurs années. Donc, c'est une chaîne que je connais très bien. Et donc, je retourne faire cette série documentaire pour Automoto la chaîne. Ce sera à l'antenne à partir du 17 juin prochain. On a tourné 6 épisodes d'une nouvelle série qui s'appelle No Limit et où on s'est aussi beaucoup amusé. Et j'espère que ça transpirera à l'antenne. Et voilà, donc moi, j'ai vraiment un agenda chargé. Donc, je suis pas là à calculer est-ce que je vais prendre la place de machin, la place de truc, la place de bidule. C'est pas dans ma mentalité de toute manière. Et voilà. Ensuite, Bon, les choses j'ai pas du tout. Je n'y pense pas le matin en me rasant. Voilà. Et tu as beaucoup de projets à côté. Donc, comme tu viens de l'annoncer, effectivement, cette émission sur les véhicules de guerre sur Automoto la chaîne. Également des reportages comme ce road trip au Qatar. Oui, alors ça, ça reste dans la série Vintage. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle un hors-série. Donc, c'est le premier hors-série qu'on a fait pour Vintage Mécanique. Il y en aura d'autres, ça, je peux le dire clairement, parce que la chaîne est intéressée par ça. Ils ont trouvé que c'était une expérience intéressante. Donc, comme le premier épisode a été probant, il y en aura d'autres. Sauf qu'évidemment, c'est un peu compliqué à tourner parce que on le tourne évidemment très loin. Donc, en termes de logistique, c'est plus compliqué qu'un épisode qu'on tourne en Île-de-France. Mais je pense sincèrement qu'il y en aura d'autres. Je suis pas très inquiet là-dessus. Et puis, voilà, c'est aussi une manière pour nous d'aller un petit peu faire des choses en dehors du moule habituel. Donc, c'est bien aussi parce que c'est ça aussi qui varie l'émission. Voilà. Alors, j'ai Alain qui demande si tu as une implication pour promouvoir la formation des métiers autour des véhicules anciens, des conseils à donner à des écoles de mécanique et à ceux qui souhaitent se former. Ça, c'est aussi une très bonne question parce que il est évident, il est manifeste que depuis quelques années, et je pense que les émissions d'automobile, dont la mienne, mais aussi celle de mes petits camarades, ont contribué. C'est-à-dire qu'on se retourne effectivement maintenant beaucoup plus sur le patrimoine qu'avant. Et justement, les jeunes, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, les jeunes s'intéressent pas mal au vintage. Et donc, dans les écoles de formation type BEP, CAP, en mécanique, en carrosserie, etc., il y a beaucoup de jeunes qui trouvent que c'est plus intéressant d'aller restaurer de la voiture ancienne que changer des ailes de Clio. Bon, ce que je peux comprendre. Donc, il y a effectivement, depuis maintenant un certain temps, une lame de fond là-dessus. Il y a des formations publiques, il y a des formations privées. Et donc, il y a aujourd'hui un retour, même officiel via l'éducation nationale, à des filières, à des formations qui sont plus axées sur la voiture ou la moto ancienne qu'avant. Ça avait disparu. Et il ne faut pas oublier un truc très, très important, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'on a eu pendant des décennies en France un vrai savoir-faire d'artisans, que ce soit donc des peintres, des selliers, des carrossiers. Et tout ça, c'est en train de se perdre. Donc, le fait qu'il y ait un vrai retour maintenant à ça, c'est super important parce que ça va former des jeunes pour les années à venir et ça va très, très bien dans l'évolution de l'univers de la collection avec des jeunes qui se passionnent pour ça. Et nous, dans les garages qui bossent avec nous, évidemment, il y en a certains qui prennent régulièrement des stagiaires, des alternances, etc. Donc ça, c'est super important parce que de toute manière, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas de collectionneurs pour le futur, il n'y a pas de collectionneurs. S'il n'y a pas de gens pour les entretenir et les réparer, c'est pareil. Il y a un problème de pérennité. Donc, heureusement, ça y est, c'est quelque chose qui bouge. Et donc, depuis 3-4 ans, ça bouge même de façon sérieuse. Alors, j'ai Suitia qui demande si tu vas choisir le garage La Boiserie pour tes prochaines rénovations. Je ne connais pas ce garage. Ah. Alors, en fait, pour être très franc, c'est vrai que j'ai beaucoup de sollicitations. Donc, il y a des gens que je connais de vue, mais je ne mémorise pas forcément les noms des garages et tout ça. Donc, il y a plein de gens que je connais, mais c'est vrai que, a priori, non. Nous, alors, ce qui se passe, c'est que dans l'émission, bien sûr, il y a une équipe qui est en place de restaurateurs avec qui tout fonctionne très bien. Il peut arriver que, éventuellement, un nouveau restaurateur rentre en lice si, par exemple, on a besoin d'accélérer le rythme des émissions ou si un restaurateur s'en va. Là, c'est le cas. Il y en a un qui est parti parce qu'il est allé s'installer dans le sud de la France. Et par définition, on ne peut pas déplacer l'équipe technique dans le sud de la France pour tourner des émissions parce que on les tourne pas à la queue leu-leu. On les tourne évidemment en parallèle, sinon on n'y arriverait absolument pas temporellement parlant. Et de toute manière, comme les restaurations de certains véhicules sont très étendues dans le temps, évidemment, on ne va pas tourner chez les gens tous les jours. On vient tourner qu'une fois de temps en temps. Donc, si c'est quelqu'un qui est à 800 km de la base de la boîte de production, mathématiquement, on ne peut pas.
C'est pour ça que tous les garagistes, tous les restaurateurs de l'équipe sont en Île-de-France. Ce qui ne nous empêche pas de temps en temps d'aller à l'autre bout de la France faire une séquence avec un spécialiste ou un marchand de pièces, etc. Mais mathématiquement, voilà, on est coincé parce que évidemment, on a des ateliers de restauration qui sont absolument formidables aux quatre coins de France. Hein. C'est pas que parisien, heureusement. Mais mathématiquement, nous, là, c'est des raisons purement de logistique. On peut pas, bien sûr. Alors, petite question, est-ce qu'il t'est arrivé, alors tu achètes donc des véhicules au début de l'émission, est-ce qu'il t'est arrivé de tomber sur des véhicules qui avaient de telles vis cachées que tu n'avais pas pu réparer? Alors, il y a eu la Ferrari, bien sûr, 330 GT, je vais quand même montrer un extrait. Il y a eu donc cette fameuse Ferrari 330 GT qui avait un vis caché. Non, c'était pas celle-là. Ouais. Mais effectivement, les bas de caisse ont manifestement des traces d'humidité. Donc je pense qu'il y a un travail réel à faire. Travail d'humidité. Oh, celle-là, tu nous l'avais pas faite. Non, mais bon. Ça oui, ça c'est François. Avec la Ferrari, c'est les bas de caisse qui présentent des traces d'humidité. Voilà. Ça aurait été une Fiat, ils auraient été pourris. Mais là, non, ils présentent des traces d'humidité. C'est joli. Alors, soyons clairs, c'était plus que des traces d'humidité. C'est clair. Non, il a fallu refaire sûr, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Je le répète, c'est une émission de fiction. Donc, on raconte une histoire. Et évidemment, bien sûr que quand on a la 330 dans les mains, on sait très bien moi, je sais très bien qu'il y a ce qu'il y a à faire dessus. On a eu la même chose avec une Golf GTI sur lequel, effectivement, on a eu des surprises. Alors, les surprises, elles sont dans l'émission. Nous, évidemment, on sait un peu à l'avance à quoi on s'attend. Mais l'important, je le répète, c'est que le but de l'émission, c'est de montrer aux collectionneurs ou aux futurs collectionneurs ce qui peut leur tomber sur le coin de la figure. Donc, le coup de se retrouver avec une voiture qu'au container, je présente comme étant pas trop mal et qu'après, on s'aperçoit elle n'est pas si belle que ça, c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe en vrai. Donc, il est important qu'on sensibilise les gens en leur disant attention, quand vous achetez une voiture de collection, c'est pas une voiture neuve qui sort du concessionnaire. Donc, vous pouvez tomber sur ce qu'on appelle un vice caché. Et le vendeur, il faut le souligner, le vendeur peut être de bonne foi. Parce que ces voitures-là sont des voitures qui changent de main assez régulièrement. Donc, un collectionneur qui a eu entre les mains une voiture sur laquelle il y avait une réparation très, très hasardeuse peut être de bonne foi, peut ne pas le savoir. Ça venait peut-être du propriétaire d'avant. Lui, il va revendre la voiture sans même savoir ce qu'il y a eu. Voilà, c'est des cas de figure totalement réels et totalement concrets. Donc, il est important que Vintage Mécanique le montre. C'est aussi notre rôle. Donc, ça, c'est très important. Alors oui, c'est un peu joué, c'est un peu scénarisé, bien évidemment. Mais la personne à qui, par exemple, on a acheté la Golf ou la personne à qui on a acheté la Ferrari, je pense, très honnêtement, ne savait absolument pas que leur voiture était dégradée à ce point-là. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas des spécialistes, ce sont des collectionneurs qui n'ont pas une connaissance profonde du modèle dans lequel ils ont roulé. D'ailleurs, la Golf, la personne qui avait la Golf l'utilisait comme une voiture de tous les jours à l'époque. Dans sa tête, ce n'était pas encore une voiture de collection. Donc voilà, elle a été conservée dans un parking qui malheureusement était un parking humide et la voiture s'est corrodée dans le parking. Mais c'est des cas totalement concrets et réels. Mais pour répondre à ma question, est-ce qu'il t'est arrivé d'acheter une voiture que tu n'as pas pu réparer? Ah non, non, bien sûr que non. On répare tout, nous. Oui, restaurateur de l'extrême, c'est vrai. Non, on répare tout. Mais on a peut-être un scénario qui pourrait se faire qui se rapproche de ce que tu me proposes pour la saison 6. Mais oui, ça peut être un cas de figure qui arrive. Là, en l'occurrence, non. Parce qu'évidemment, le but de faire une émission, alors pareil, souvent ça me fait rire parce que les gens me disent « Oh, mais cette fois-ci, il a gagné de l'argent, il a perdu de l'argent, machin. » Bon, c'est du cinéma, tout ça. Évidemment, ce que les gens oublient, c'est que le coût de fabrication d'une émission, évidemment, c'est une émission d'1 heure qui implique évidemment beaucoup de monde. Donc, le prix de fabrication de l'émission, il est très, très important. Ça n'a rien à voir avec le fait que je gagne 500 balles ou que je perde 500 balles. Je dirais quasiment que c'est un détail, ça. Et c'est là aussi où on a une différence avec les émissions américaines ou anglaises, où le but est de gagner de l'argent. Alors, c'est vrai que c'est un peu trompeur, parce que quand l'émission commence, les gens peuvent se dire ils font comme les Anglais ou les Américains. Le but, c'est de gagner de l'argent. Et dans certains épisodes, j'en perds. Donc, certains disent François, il est mauvais, il est nul. Bon, bien sûr. Mais le but, c'est aussi à nouveau de montrer la réalité.
Quand on va dans une vente aux enchères et que parfois on va gagner 5000 balles ou que parfois on va en perdre 5000, c'est pour montrer la réalité des choses. C'est-à-dire que la vente aux enchères, c'est un lieu où parfois on fait une très bonne affaire et parfois on en fait une très mauvaise. Et quand on vend à un particulier ou qu'on achète à un particulier, ce cas de figure arrive aussi. Et la restauration est un domaine assez aléatoire dans lequel on peut avoir une surprise qui va alourdir le budget et donc ça s'arrête. Enfin, il n'y a pas de notion de gain. Donc c'est important de rappeler aux gens ça. Parce que oui, bien sûr que le but de Vintage, c'est pas de gagner de l'argent, bien évidemment, c'est de montrer la vraie réalité. Alors, j'ai Aquette qui me dit « Bravo, c'est une super émission » et elle voudrait savoir si une 306 Cabriolet est un véhicule de collection. Alors, la 306 Cabriolet, elle a comme intérêt historique d'être la dernière décapotable Peugeot classique avec une capote classique en toile. Bon. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que ça va rester une voiture collectible, collector. Bon. Ce qu'il y a, c'est que c'est une voiture qui est encore un petit peu jeune, elle est encore dans ce qu'on appelle les Youngtimers. Mais pour moi, assurément, le fait que ce soit la dernière Peugeot Pininfarina, en plus, c'est une carrosserie qui avait été faite en accord avec Pininfarina, donc elle a une signature, et le fait que ce soit la dernière décapotable classique de chez Peugeot, parce que pour l'instant, chez Peugeot, il n'y a plus de décapotable, qu'elle soit classique ou coupé cabriolet, il n'y en a plus du tout. Ça reviendra peut-être, mais pour l'instant, c'est plus au goût du jour parce que économiquement, c'est compliqué de faire des petites séries. Donc oui, bien sûr, pour moi, la 406 coupé et la 306 cabriolet sont à l'évidence des voitures de collection en devenir, évidemment. Alors, j'ai Suitia qui précise que le garage La Riboiserie se trouve à Angers. La Boiserie, pardon. La Boiserie. Alors, je ne les connais pas. Se trouve à Angers. Mais avec plaisir, j'irai peut-être le jour où je passe à Angers, je m'arrête leur faire coucou. Il n'y a pas de problème. Et j'ai Romazie également qui me dit que côtoyer l'histoire à travers une voiture de légende doit être un régal. Quel modèle lui a fait ça? T'as fait ça? Bah, c'est le cas dans plein de modèles. C'est le cas dans plein de modèles parce que ce qui est bien, c'est que chaque modèle, enfin beaucoup de modèles, chaque modèle a un lien soit avec un film de cinéma, soit avec une série télévisée, soit avec un personnage qui l'a eu. Et c'est important. Quand Florent Pagny est venu dans l'émission, il n'est pas venu par hasard. Il est venu conduire une 246 GT Dino parce qu'il a été lui-même propriétaire d'une 246 Dino et qui connaît cette voiture. Quand je fais monter David Douillet dans une Mercedes, c'est parce que David, que je connais d'ailleurs par ailleurs, lui aussi est vraiment fan de cette marque-là et de ces voitures-là. La Dino, alors voilà, ça c'est la 246. C'est la voiture de Brett Sinclair, de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre, de Tony Curtis. Bon. Donc ça. Leave behind the stormy weather, we can find the sun together, come what may. Join the... Mythique. Leave behind the stormy weather, we can find the sun together, come. Il aime toutes les voitures. On reste très lié à ça. C'est-à-dire que dans la tête des gens, la DeLorean, c'est Retour vers le futur. La Lotus Elan, c'est Madame Pell dans Chapeau melon et bottes de cuir. La 246, c'est Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. La DBS, c'est Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre, etc., etc. La Volvo P1800, c'est Roger Moore dans Le Sein. Voilà, beaucoup de voitures sont liées à un souvenir populaire qui est souvent en rapport évident et direct avec le cinéma, la télévision ou des personnalités, bien évidemment. Françoise Sagan, Gallimard, tous ces gens-là sont liés à la Facel Vega. Ensuite, Albert Camus, qui malheureusement est bien sûr décédé avec Gallimard dans la voiture. James Dean, évidemment, c'est lié non pas à la Porsche 356, parce qu'en fait, il avait une Porsche 356 Speedster, mais c'est pas dans cette voiture-là qu'il est décédé. Il est décédé dans une Porsche 550, c'est-à-dire la version compétition de la 356. Mais voilà, ces voitures-là sont liées à des histoires, à des personnages, et c'est logique. Donc, Bullitt pour la Mustang, enfin voilà, la liste, elle est infinie. Alors justement, Didier te demande qui t'a transmis le virus des anciennes. Est-ce que c'est justement bizarrement, j'ai pas d'antécédents familiaux. Ouais, c'est assez étonnant. Mon papa n'avait pas de passion spéciale pour les voitures. J'ai personne dans ma famille directe qui avait une passion pour les voitures. J'avais un ami de ma maman, un couple d'amis de ma maman qui, eux, étaient collectionneurs de Citroën très anciennes, dans lesquelles j'ai fait des balades quand j'étais gamin. Je pense que ça m'a forcément marqué.
Et puis, j'ai aussi un cousin, justement, un cousin qui n'est plus là, qui avait largement l'âge d'être mon père, voire mon grand-père, qui, lui, était journaliste automobile, qui a été le rédacteur en chef pendant des décennies de la revue technique automobile et qui lui-même a collectionné des voitures. J'ai pu racheter une de ces voitures que je garde en souvenir de lui. Et c'est quelqu'un chez qui aussi j'ai chopé le virus de la voiture quand j'étais petit, mais j'ai pas d'antécédents particuliers dans ma famille directe. Et quand j'étais petit, j'avais pas spécialement de posters de voitures accrochés sur tous les murs. J'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que quand j'ai eu le permis de conduire, qui pour moi était quelque chose de très fort, parce que pour moi, le permis de conduire, je l'ai passé, j'avais, je crois, 18 ans et 3 jours. J'attendais, je comptais les jours pour avoir 18 ans pour aller passer mon permis de conduire. Pour moi, la voiture, c'était le symbole de la liberté. Et donc, j'avais pas moi, quand j'ai eu mon permis de conduire, c'était justement l'époque des 205 GTI. J'avais pas, évidemment, les sous pour m'acheter une 205 GTI. C'était beaucoup trop cher. Donc, je me suis dit, comment trouver une voiture qui soit originale, qui me serve de voiture de tous les jours. Et c'est là que j'ai acheté ma première voiture. Et c'était évidemment un Youngtimer de l'époque, mais c'était déjà une voiture de quasiment collection. Et c'était quoi? C'était une petite 204 Peugeot coupée que j'ai revendue à regret et que j'ai re-racheté plusieurs années après. Et donc, c'est une petite voiture populaire française, mais que dans une version un peu plus rare, parce que le coupé est un peu plus rare. J'ai adoré et j'adore toujours cette voiture. Et c'était ma manière à moi d'avoir une voiture un peu sympa, originale, et dans mes moyens à l'époque. Alors, j'ai quelqu'un en Corse qui te demande, François, ce que tu penses des Audi TT MK1. Alors pareil, évidemment, ces voitures-là sont c'est ce qu'on appelle pour l'instant des Youngtimers, mais c'est des voitures qui seront forcément des collectors. Dès qu'on a des voitures qui sont, alors notamment, pas que, hein, mais notamment les coupés ou les cabriolets, qui ont une allure et qui ont une histoire. L'Audi TT, quand elle est sortie, la première, la MK1, effectivement, elle a marqué son époque parce qu'elle avait un look particulier, très rond, le retour à l'époque des voitures très rondes, comme la New Beetle à peu près à la même époque. Donc, c'est des voitures qui resteront. Bien sûr, quand Peugeot a fait la RCZ, qui ressemblait quand même beaucoup à l'Audi TT, bah, c'est pareil, cette voiture-là aussi sera évidemment un collector. Elle l'est même déjà, puisqu'il n'y en a eu pas beaucoup de fabriqués. Mais l'Audi TT première génération et même la suite, hein, bien sûr, ce sera forcément quelque part des voitures qu'on va plus mettre de côté que, alors je vais être méchant, mais ça n'a pas le même intérêt qu'un Kangoo diesel. Voilà. Alors, j'ai Patrick qui voudrait savoir si les salons rétro-auto existent toujours. Alors, moi, le salon où je vais tous les ans, c'est le salon Rétro Mobile à Paris, qui est le plus grand salon en France. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des salons formidables à Lyon, à Reims, à Nantes, à Rouen, un peu partout. Rétro Auto, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a tellement de salons qui existent qu'ils ont forcément tous des noms qui se ressemblent, hein, forcément. En l'occurrence, celui-là, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne le connais peut-être pas. Je sais pas. Alors, j'ai Street Gaming 42 qui dit que ton émission est au top. Et on a largement dépassé le temps de l'émission. Merci. Alors, une dernière BL 49 qui a une Citroën année 88 et une 309 de 1990. Donc, futur collector également. Alors, ça dépend, oui. Alors, il faut être honnête. C'est vrai que si on prenons effectivement une 205, par exemple, pour revenir à ça, parce que c'est un bon exemple. Dans les 205, ce qui restera, c'est les 205 GTI, les séries un peu limitées, style Roland Garros, etc. C'est vrai qu'une 205 GLD, on va pas se mentir, je pense que ça n'intéressera jamais grand monde. Ou en tout cas, pas avant très, 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 très longtemps. Donc, en général, ce qui intéresse en collection, c'est soit les versions un petit peu rares, les séries limitées. Ça a été la grande mode dans les années 80, 90 et 2000 de faire des séries limitées. Voilà, ça, c'est des choses qui plaisent aux gens. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la collection, c'est comme la mode. Il y a un phénomène qui parfois est injuste. Pourquoi certaines voitures plaisent et ont une cote en collection, et pourquoi des voitures qui étaient vendues à la même époque, pratiquement le même prix, n'intéressent personne? Eh ben, c'est le phénomène de mode. Voilà. Il y a des voitures qui ont disparu de la circulation, des voitures qui sont restées. Et puis voilà, il y a aussi des voitures il ne faut pas oublier que les variations sont extrêmes. On parlait de la Dino de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre. Aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Cette voiture-là, aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut beaucoup d'argent, qui vaut même souvent beaucoup plus cher que certains modèles de Ferrari, alors qu'il y a 30 ans, on a acheté ça pour 3 fois rien, entre guillemets. Personne n'en voulait, parce que les gens estimaient que c'était une sous-Ferrari. Et donc,
c'est une voiture qu'on pouvait acheter vraiment pour un prix super raisonnable. Et aujourd'hui, c'est devenu très cher. Donc, il y a des voitures, même une simple DS, Citroën. Pendant longtemps, ça a été une vieille voiture d'occasion un peu typée loulou, etc. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui a repris une cote énorme et qui vaut pas mal d'argent. Donc, et à côté de ça, il y a certains modèles qui stagnent en prix. Donc, il ne faut pas acheter une voiture en fonction de son prix. Il faut acheter une voiture en fonction de son envie. Ça, c'est fondamental. Voilà. Si en plus, effectivement, vous faites un bon investissement, c'est très bien. Oui, mais c'est vrai que c'est pas ça la ligne directrice. Voilà. Tout à fait. Moi, on n'est jamais perdant quand on aime un véhicule. Oui. Peu importe la cote. J'ai plusieurs personnes, mais on va vraiment s'arrêter après. Plusieurs personnes qui cherchent des pièces et qui ne savent pas où chercher. Notamment, j'ai Streaming qui cherche un pot d'échappement de Saab 95, 2 litres turbo essence de 98. Où est-ce qu'on peut trouver des pièces comme ça? Alors, en fait, c'est parfois un peu compliqué, surtout quand c'est des marques qui n'existent plus. Mais il y a un truc que les gens ne doivent pas oublier. Il y a 2 choses très importantes. La première, c'est les clubs. Il y a beaucoup de clubs sur toutes les marques et tous les modèles. Donc, il y a des clubs de marques et il y a même au sein des clubs de marques des clubs monomodèles. Donc, souvent dans ces clubs-là, n'oubliez jamais que, évidemment, vous avez à faire face à des gens qui connaissent bien le modèle, qui sont amoureux du modèle et qui donc eux aussi ont eu les mêmes problèmes et ont cherché les mêmes sources de pièces. Donc, souvent, je dis aux gens, par exemple, quand vous êtes vraiment mordu d'un modèle et que vous voulez en acheter une ou vous l'avez déjà, adhérez au club. Parce que le club, c'est même souvent utile d'être adhérent du club avant d'acheter le modèle. Parce que c'est là que vous allez apprendre ce qu'il faut faire ou ne pas faire, à quoi il faut faire attention. C'est peut-être là aussi que vous allez trouver tout simplement la bonne annonce. Donc ça, c'est un réseau très, très, très important. Ensuite, il y a des marchands de pièces spécialisés. Justement, il y a aussi des marchands de pièces qui sont spécialisés par marque ou par modèle. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, Internet. Internet, aujourd'hui, c'est un lieu magique pour le meilleur et pour le pire, mais on trouve des annonces sur des tas de sites que tout le monde connaît. Là, il faut mettre des alertes et puis il faut y aller régulièrement. Et c'est souvent là qu'on trouve des pièces inattendues. Donc, il ne faut pas hésiter à passer du temps là-dessus. Et puis, voilà, je pense que le cumul entre les marques, quand elles existent, ou les services patrimoine de marque, quand elles existent, les clubs, ça, c'est très important. Ça peut vraiment rendre de très, très grands services. Les clubs, c'est comme tout. Il y a des clubs très efficaces et des clubs où il ne se passe pas grand-chose. Mais en tout cas, il faut aller voir déjà ce qui s'y passe. Et puis, ça peut être vraiment une très, très bonne source de conseils. C'est vraiment important parce que c'est forcément des passionnés qui sont dedans, obligatoirement. Donc, tout ça cumulé fait qu'à mon avis, on peut se dépatouiller assez facilement. Alors, j'ai Clément qui voudrait un conseil pour acheter une première voiture de collection, pas trop cher. Il a un permis tout récent. Alors, dans ce cas-là, il faut commencer par une voiture modeste, entre guillemets, c'est-à-dire, et dans laquelle on peut vraiment s'amuser beaucoup. Il faut prendre une voiture, surtout, dont on sait que toutes les pièces détachées sont disponibles. Donc, on retombe sur des voitures populaires, je dirais, connues, mais qui sont super. La Fiat 500, c'est super. La 2 chevaux, c'est super. L'Austin Mini, c'est super. La Coccinelle, c'est super. Toutes ces voitures-là sont des voitures sur lesquelles les prix restent raisonnables et pour le véhicule et pour les pièces détachées. Et surtout, c'est des voitures qui sont relativement simples de conception. Donc, on peut faire beaucoup de choses soi-même, très important. Et les pièces sont en général à des prix vraiment raisonnables. Il ne faut pas commencer une collection en tapant dans un véhicule rare où les pièces sont introuvables. C'est une mauvaise idée. Ça, c'est ce qu'on peut s'offrir après. Mais en première voiture, il faut commencer par un truc dont on sait qu'a priori, on trouvera les pièces. Il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour savoir comment changer un amortisseur, un disque de frein, etc. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut faire soi-même. Il ne faut pas hésiter non plus à aller voir des professionnels parce que par définition, ils sont là pour ça. Il ne faut pas non plus oublier que dans certains travaux, à vouloir le faire soi-même, on va passer beaucoup de temps et parfois se tromper, donc recommencer. Là où un professionnel va prendre une certaine somme, certes, mais il va le faire vite et bien. Et donc, au final, ça se discute. Et une dernière question, je sais que ça fait 3 fois que je le dis. Que penses-tu de la Mercedes CLS première génération de 2005 ? Alors, pour être très franc, ça pour moi, c'est de la voiture moderne. Dans ma tête, à moi, c'est une voiture d'aujourd'hui. Ça, c'est pas une voiture rétro encore. Ça le deviendra. Mais pour moi, c'est des voitures qu'on voit dans la rue qui servent de voitures de tous les jours. C'est des voitures actuelles. Donc, bien sûr, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait partie des voitures qui ont un peu qui ont un cachet, qui ont un look et qui seront un jour des voitures de collection. Mais c'est pas la semaine prochaine.
Alors non, on va pas rester jusqu'à demain. Street Gaming me dit, à force de poser la dernière question, on est encore là demain. Non, on va s'arrêter là. Merci beaucoup François, merci Avec plaisir. Pour ton temps, merci pour ta bonne humeur. Bravo encore pour ton émission. Merci à tous d'avoir suivi sur Facebook, Periscope, Twitter et YouTube. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous. On aura plein de choses très intéressantes la semaine prochaine. Citroën, DS et encore plein de choses à venir. Merci à tous. Très beau week-end. Merci François. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.